Bonjour, je suis donc Mélissa Barbeau. Je suis le metteur en scène du spectacle dont on va parler qui s'appelle La Grume et qui est un texte de Valérie Mrégène. Une petite idée de mon parcours. Moi, je suis donc metteur en scène et comédienne pour cette compagnie que j'ai créée au printemps dernier à Tours. Tours, c'est la ville dont je suis originaire et dans laquelle je suis revenue m'installer il y a 3 ans maintenant, après avoir vécu une quinzaine d'années à Poitiers, puis à Paris. Poitiers, où j'avais fait mes études au Conservatoire de théâtre régional, en parallèle de la fac art du spectacle, et puis Paris, où j'ai été prise au Conservatoire national supérieur d'art dramatique, où j'ai essentiellement été formée en tant que comédienne, interprète, mais qui m'a aussi permis, par des petits espaces en parallèle de cette formation, et puis par les rencontres que j'y ai fait, que j'y ai faites, de m'essayer un petit peu sur des petites formes euh, à la mise en scène, notamment au sein d'un collectif que j'ai rejoint à la sortie du conservatoire qui s'appelle le Théâtre de la Démesure, avec qui je travaille depuis une dizaine d'années, dans des petites formes où j'ai mis en scène des étudiants en théâtre, comme au Conservatoire de Poitiers ou à Tours, et puis aussi plusieurs spectacles de fin d'année pour les lycéens. Toute cette pratique un peu en marge de mise en scène m'intéressait de plus en plus. À Paris, j'avais un peu une sensation d'être à l'étroit, en tout cas de ne pas avoir assez d'espace aussi pour m'y consacrer, moi, avec mes propres choses à faire en tant que comédienne. Donc le fait d'arriver en région centre, de revenir à Tours, dans cette région que j'aime beaucoup et dans laquelle j'ai eu l'occasion de commencer à travailler depuis que je suis arrivée en tant que lectrice avec les 1000 lectures d'hiver, et puis en collaborant avec Julie Delisle sur le projet Le Journal d'Adam et Ève, dont j'ai rejoint l'équipe en cours de route. Donc ce spectacle qui était interprété par Julie Delisle et Baptiste Relat et qu'on a co-signé à 3 pour la mise en scène. Voilà, toute cette arrivée à Tours a fait que la pratique de la mise en scène a commencé à prendre plus en plus de place et me faire de plus en plus envie. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai décidé de monter la compagnie d'Hurdle, et où a pu s'épanouir un projet qui avait pris ses racines à Paris quand j'avais rencontré Marie-Bénédicte Cazeneuve, qui est la comédienne qui va être seule en scène pour ce projet, qui m'avait remis ce texte de Valérie Mrégène, dont je vais vous dire 2 mots. Juste pour dire que Durdle, c'est l'acronyme de Dans un réseau de lignes entrecroisées, qui est le titre d'un chapitre d'Italo Calvino, qui est cité par Pérec dans Pensée classée, et que on peut dire qu'au sein de cette compagnie, on a un goût pour les arborescences et la façon dont une œuvre en amène une autre, et que petit à petit, comme ça, en tant qu'artiste et potentiellement passeur de ça pour le spectateur, on aime apporter avec soi et qu'il y ait des traces dans un spectacle de tout ce qui a pu constituer les étapes du processus de création. Voilà. Donc Valérie Mrégène, La Grume. Valérie Mrégène, c'est une artiste qui vient des arts plastiques, mais qui est aussi vidéaste, réalisatrice, écrivaine et metteur en scène. On peut dire de son travail en général que souvent il questionne le langage, et que assez régulièrement il prend pour source des faits autobiographiques. Malgré ça, malgré cet ancrage dans quelque chose d'intime au départ, son travail est toujours très pudique, je trouve assez malicieux, et arrive à faire de cet objet qui devient public un espace où le lecteur d'abord, et puis potentiellement le spectateur sous d'autres formats, a vraiment beaucoup d'espace pour se projeter lui-même et remplir les espaces vacants que l'œuvre laisse de sa propre sensibilité, de son propre vécu. Il y a toujours un espace pour s'y projeter, l'investir. Voilà. La Grume fait partie de 3 courts textes qui sont édités chez Alia, celui-ci en 2001. Et ces 3 courts textes ont comme caractéristique d'être vraiment des textes autobiographiques et d'être dans une écriture très fragmentaire. C'est une succession de petits paragraphes qui n'ont pas forcément de connexion, de lien logique de l'un à l'autre, et qui nous amène à chaque fois à retracer le rapport de Valérie Mrégène avec une autre personne ou un contexte familial proche en tout cas. Celui-ci concerne une relation amoureuse. On suit
à travers les fragments brisés, épars, toute la relation amoureuse qui a été celle de Valérie avec un certain Bruno. Voilà, et donc c'est une traversée sans trop de repères dans tout ce qu'a été cette relation. C'est ce qui nous a d'abord beaucoup plu à Marie-Bénédicte et moi quand on a découvert ce texte, c'est ce côté très fragmentaire où au final le spectateur n'a plus trop de repères enfin le spectateur en tout cas dans un premier temps le lecteur et puis j'espère le spectateur plus tard sera confronté comme ça à des extraits qui feront il est obligé en fait de les considérer comme une chose autonome et de les considérer presque objectivement et ainsi sorti d'un cadre avec une continuité linéaire où l'auteur éventuellement donne une interprétation, amène l'histoire vers un point. Là, il est obligé lui-même d'essayer de comprendre ce qui se passe sans pouvoir tout de suite juger et puis de se laisser un peu embarquer avec des zones d'ambiguïté. Voilà. Ça nous a beaucoup plu. Et dans l'autre chose qui est très importante par rapport à ce texte aussi, c'est le ton qui est utilisé. Un ton plein d'autodérision, comme souvent chez Valérie Mrégène, assez en même temps voilà, toujours pudique et retenu, mais qui laisse entrevoir un sacré parcours entre le moment où la jeune fille sort de la rupture amoureuse et malheureuse, un peu aux prises encore avec ces choses-là, et puis le moment où, avec le temps, aboutit une forme plus concrète, plus distanciée, plus organisée, qui va finir par être l'objet livre. Voilà. Donc c'est de ce livre dont on va tirer les premiers extraits qu'on va vous lire. Je dis on, mais en fait la comédienne ne pouvait pas venir aujourd'hui, donc c'est moi qui vais faire la lecture à sa place. Voilà. Allons-y. Nous étions assis sur un banc près des halles, sous une espèce de pergola en bois. Il faisait bon. Il m'a dit « Je ne t'aime pas ». La veille, il était arrivé 1 heure en retard au rendez-vous. J'étais devant la station d'essence de la Porte d'Orléans à guetter les 4L en espérant qu'il vienne. Il a fini par apparaître. J'avais envie de faire la tête, mais la gaieté de le voir annulait tout. Ce n'était pas le moment de faire une remarque, déjà qu'il ne m'aimait pas beaucoup. J'ai juste relevé son manque de ponctualité sur le ton de la plaisanterie. Une fois, rentrée de vacances, j'eus un appel d'une autre Valérie Mrégène qui habitait dans le 12e. Elle venait de recevoir un courrier de lui. Il avait cherché mon adresse dans l'annuaire, mais j'habitais dans les Hauts-de-Seine. La Valérie Mrégène, qui avait reçu la lettre, me demanda si je connaissais ce B.R., car elle avait un ami du même nom. Je dis que oui. Elle m'expédia le tout dans une plus grande enveloppe. C'était une feuille de papier calque avec un morceau de film agrafé d'un côté et du scotch. J'ai répondu et marqué mon adresse en ajoutant 2 croix. Une croix signifiait un baiser. Comme il ne comprenait rien, il les a observés à la loupe. Il s'appelait Bruno. La première fois qu'il est venu chez moi, c'était en revenant de Tours. Il m'avait pris une boîte de macarons chez un pâtissier tourangeau. Nous sommes restés debout à nous embrasser au milieu du studio. Il était arrivé chez moi, avait réussi à trouver ma rue et apporté ses délicieux gâteaux. Bientôt, il m'a dit qu'il devait remettre un document à son frère aux environs de Jouy-en-Josas. Il est parti en promettant de revenir. Pendant ce temps, j'ai tournoyé en rond et admiré les macarons. Au bout d'un moment, je me suis assise à la fenêtre pour guetter sa voiture. Il est revenu au bout d'1 heure. J'ai pensé, ouf. Un mercredi matin, nous nous sommes levés tard.
J'aurais bien voulu passer la journée avec lui, mais il avait un déjeuner d'anciens élèves. Je ne pouvais jamais savoir à l'avance. Il aimait le lait frais en bouteille. Le lait longue conservation était infect à ses yeux. Je ne sais plus ce qu'il mangeait le matin. Du pain de mie avec de la confiture et du beurre. Il prenait du beurre président en barquette de plastique. Il buvait du thé. Lorsque j'habitais au premier, j'allais acheter des croissants. Il faisait un cérémonial de tout. Ouvrir le sac en papier des croissants, nettoyer ses verres correcteurs, verser du thé. Il aimait surtout défaire les emballages avec 1000 précautions. Il attrapait le papier de soie du bout des doigts et effectuait un mouvement du milieu vers les bords. Il aurait pu manipuler du gros carton comme si c'était un coquelicot pour la beauté du geste. D'ailleurs, la première fois que je l'ai revu, il m'avait parlé d'une vidéo dans laquelle Paul Armangette tripotait un nénuphar en plastique. Il m'avait mimé le mouvement répétitif des doigts dans le salon de thé de la rue Racine. Nous dégustions du strudel. Son histoire m'avait fait rougir. Ça m'avait complètement séduite. Il se surnommait l'agrume et dessinait son effigie sous forme d'un citron. Il avait créé l'icône sur son ordinateur. Un dimanche, j'entrepris de fabriquer le volume d'une machine à sous en carton pour lui envoyer. Je voulais lui signifier que j'avais gagné le gros lot en faisant sa rencontre. J'ai assemblé les bords et le dos avec du scotch, colorié l'objet au feutre et placé des pièces en chocolat dans le tiroir à glissière. J'avais figuré 3 oranges au tirage. J'ai expédié le tout dans un colis postal avec du rembourrage en mousse. Une autre fois, je lui ai adressé un camembert Vallée pour Valérie, acheté chez un excellent fromager. Il m'a rapporté que le fromage sentait très fort en arrivant, alors que je l'avais choisi à peine fait. Mais il paraît qu'il était excellent. J'adorais lui acheter des bons produits. Je prenais du lait frais demi-écrémé qui tournait toujours avant que je l'aie revu. Je lui avais proposé de m'accompagner à une fête. C'était la première fois qu'il voyait ça. Il avait déjà remarqué des ombres de gens s'agiter aux fenêtres, mais sans les observer de près. Il trouvait tout bizarre. Le fait que des amis se réunissent entre eux pour écouter des disques, qu'ils mangent des chips, qu'ils boivent du vin, qu'ils dansent, qu'ils aient éteint les lampes. J'essayais de lui expliquer que c'est sympa d'être entassé à 30 dans un F2. J'aurais bien voulu qu'il m'invite à danser. Quelquefois, il désignait une fille ou un garçon comme il aurait montré du doigt des créatures étranges. Il me demandait si je les connaissais. Je lui répondais non, non, pas vraiment. Il portait des sabots, des sortes de sabots à lacets, parfois noirs, parfois bruns, toujours bien glacés au cirage. C'était extrêmement rare qu'il y ait de la terre autour. Quelquefois, nous allions acheter des glaces. L'idée venait de lui parce que je n'osais pas, mais quand il proposait, ça me paraissait toujours être le moment. Nous prenions 1 ou 2 boules dans un gobelet. Une fois, j'avais demandé praliné. Il trouvait ce parfum dégoûtant. Je regrettais mon choix. J'aurais voulu qu'il apprécie, qu'il pioche dedans avec sa cuillère plate, qu'il finisse tout en me congratulant tellement il adorait.
Je faisais des collages avec son nom et son adresse sur des enveloppes. Je découpais mon dictionnaire, je recherchais des papiers rares, je cousais sur carton des lettres en peau d'orange. Il était fan du concombre masqué et par respect pour ce héros, ne consommait jamais de concombre. J'avais prévu de lui offrir une surprise dans le RER du retour, mais il fallait faire vite avant d'arriver à Châtelet. Je guettais le meilleur moment pour lui donner. Il valait mieux éviter les arrêts, les ouvertures de portes, les montées, les annonces au micro. Cela ne pouvait avoir lieu qu'au milieu d'un tunnel. Je tendis mon trousseau. C'était les clés de chez moi, pour qu'il puisse venir n'importe quand et qu'il soit comme chez lui. Il rit d'un air embarrassé. Il les mit dans sa poche. Le haut de son pantalon à pince bouffait à cause de la posture assise. Nous ne fîmes pas de commentaires. Il avait l'air de se demander pourquoi je lui donnais un double. J'eus l'impression d'avoir gaffé. Il n'est venu qu'une fois en mon absence, pour y déposer un cadeau. C'était un livre à couverture orange, très rare et difficile à trouver. Il m'avait fait une dédicace avec le dessin d'un citron fourbu d'avoir couru toutes les librairies de Saint-Michel. Il y avait le sac un peu plus loin, et dans un coin, le ticket de caisse. Au bout de 2 jours passés à presser la touche bis, de temps en temps je recomposais le numéro en entier, histoire d'essayer autrement, j'avais fini par me rendre à une pendaison de crémaillère, égale 3 fois l'angoisse qu'il téléphone lorsque je serais partie. L'appareil calé sur les genoux, je poursuivais mes tentatives. Cela pouvait mieux fonctionner d'un autre poste. Quelquefois, je regardais le téléphone de manière insistante en espérant qu'il allait réagir, mais l'abruti ne sonnait toujours pas. Je vérifiais qu'il était raccroché. Il n'avait pas besoin d'apprendre les numéros, il s'en souvenait comme ça. Et c'est reparti, encore du saucisson. De cheval que je vous ai dit, belle dame aux yeux de biche et à la bouche purpurine. De cheval sur le coup de 5 heures. De cheval, je vous invite ma chère. De cheval à Massy-Palaiseau. De cheval, c'est là que j'habite. En banlieue, vous goûterez mon Sur le coup de 5 heures, je vous invite, ma chère, à Massy-Palaiseau. C'est là que j'habite. De cheval. Au bout de 3 semaines écoulées sans nous voir, j'espérais que le week-end suivant serait moins chargé pour lui. Il avait beaucoup travaillé, étudié la physique, trouvé des inconnus, élaboré quelques problèmes. Il avait caressé des idées d'esthétique. Je pensais que nous pourrions peut-être trouver un moment pour sortir, mais il m'apprit qu'il partait au festival de Genève. Il semblait tout joyeux. Rien d'autre n'avait d'importance. Je n'osais pas pleurer ni chuchoter combien j'étais déçue. Je n'osais protester de peur que le regret m'étrangle. J'avais honte de passer pour une faible. J'étais décidée à dire oui, à épouser son envie de solitude. Je tremblais qu'il me prenne pour une sotte. J'affichai le même entrain. Il prit son billet pour la Suisse. Je le rejoignis en voiture. Il me prit dans ses bras. Je lui offris un souci jaune cueilli dans un parterre. J'avais peur qu'il me voie comme une de ces fleurs bleues enivrées à l'eau de rose.
Je voulais me dissoudre et ne pas l'embêter, noyer cette grenadine de mes rêves de fillette, diluer le rouge primaire et outrancier jusqu'à la transparence. J'avais la fantaisie de devenir comme lui, son double au féminin, qu'il se repose sur moi pour soutenir et comprendre ses lubies. Je serais d'accord sur tout. Il n'en reviendrait pas d'avoir trouvé une personnalité pareille. Le fait que nous ayons échangé des livres me tranquillisait. Un jour ou l'autre, il voudrait les reprendre ou me rendre les miens. Cela ferait une occasion de se revoir, au cas où je perdrais sa trace. Il ne parlait jamais des sentiments. Il parlait des feuilles vertes, de la rosée, du bruissement des bambous, de l'odeur du gasoil, de la lumière du jour, du goût d'un aliment, de ce qui reste à la surface, de tout ce qu'on peut mâcher, humer ou regarder. Il avait une passion pour les verdures Alex, les ronds avec des numéros où l'on peut lire son âge. Un jour, nous nous sommes dispersés dans un grand magasin. Il a fait faire une annonce générale. L'hôtesse a pris sa voix suave et dit « Mademoiselle Duralex est attendue au point rencontre. Mademoiselle Duralex. » Nous avions acheté des granulés cacaotés à diluer dans l'eau. Un matin, il mit une casserole sur le feu après sa douche brûlante. Une amie débarqua par hasard. J'étais contente de la recevoir dans cette atmosphère embuée, les rideaux pas encore ouverts et emplis d'une odeur de gâteau. Le chemin était long jusque chez lui à Palaiseau. On traversait des zones pavillonnaires. Au début, cela restait des arrêts souterrains, bien chauds et à température constante. Il n'y avait pas encore de courant d'air glacé dans l'embrasure des portes, ni de vent par les vitres bloquées. L'on pouvait voir les visages en miroir grâce au noir des tunnels. Brusquement, le train surgissait au dehors. S'enchaînaient les façades en crépi, en meulière, en ciment, les clubs de sport, les hangars en parpaing. Les quais devenaient déserts, les parois transparentes entourées des rangées de fauteuils et des affiches publicitaires. Un opticien, le coiffeur du quartier ou un cours de dessin. Il fallait descendre à Massy-Palaiseau. L'appeler de la cabine à carte au feu après la poste, lui annoncer la bonne nouvelle, je suis arrivée, franchir le pont au-dessus des voies et patienter le long d'une route envahie d'herbe. Quelquefois, il tardait à venir. De l'autre côté, il y avait un bar vide, unique vitrine éclairée dans la nuit, des joueurs de flipper et quelques retraités violets. Lorsqu'on arrivait à l'entrée du campus, un homme dans la guérite levait la barrière à rayures. Nous étions encore loin du bâtiment. Les phares jaunes éclairaient le gazon et la route, une armée de lapins sautait dans tous les sens. Alix, ils habitaient à deux. C'était un petit studio dans un immeuble en briques avec une baie vitrée sur un balcon. Il y avait des livres, des agrumes, des peignoirs en éponge, des plaquettes de pilules, des cartons d'emballage et des galettes la bienfaisante. Dans une corbeille, il y avait des agrumes moisis ratatiner et recouverts de poussière verte. Les citrons durcissaient, les oranges devenaient comme du cuir. Il y avait également quelques citrons coupés en deux. Certains n'étaient que racornis et d'autres avaient viré au brun. Il les brûlait un peu sur la plaque électrique. Il y en avait des jaunes et noirs, des secs et tout légers. Les plus anciens semblaient rongés par un velours poudreux. Les plus pourris avaient l'aspect d'une amande fraîche. Il avait fini par
J'avais fini par lui demander si sa copine allait toujours rester, et il a répondu que justement, il lui cherchait une chambre à louer dans Paris. Il m'a demandé si je... Bruno avait une tante pharmacienne qui travaillait rue des Archives. Nous l'avions rencontrée un soir au cours d'une projection, et chacune avait dit son prénom. Elle m'avait même serré la main. Chaque matin, pour aller au métro, je passais devant la pharmacie en prenant ce que je pensais être un mélange d'air malin, aimable, rêveur et naturel. J'espérais chaque fois qu'elle me verrait de derrière la vitrine et que cette habitude me ferait peu à peu exister dans sa vie quotidienne. À force de me voir, elle finirait par faire une réflexion en famille sur la copine de son neveu. L'idée d'être évoquée dans un dîner entre les oncles et tantes me grisait totalement. J'aurais acquis une place de choix. Une fois, j'ai entré le cœur battant pour acheter du shampoing. Il avait pris toute une série de photos des champs à différentes saisons, fixant sur le format carré les passages de couleurs. L'été, tout était vert, les papillons volaient dans les pavots, la terre marron rimait avec sillon. L'hiver devenait blanc comme neige et le printemps coiffait sa perruque blonde. Certaines étaient prises depuis un chemin. Les lignes se croisaient à l'horizon. On devinait une moissonneuse-batteuse ou un tracteur au loin, en train de gagner du terrain à la lenteur d'un scarabée. Il avait également photographié les photos punaisées sur la coiffeuse de sa grand-mère. Celle-ci tendait le doigt vers le miroir. Sa main était coupée à droite. La peur de l'agrume. Un homme citron colorié précisait « Oh, n'exagérons rien, disons plutôt la petite peur, pas plus ». Cela partait d'une citation. Il y a une phrase très belle pour aboutir à la maxime numéro 2. Je fais de l'indépendance, ou du moins du maximum d'indépendance, la condition et la garantie d'un amour inconditionnel et sans garantie. C'était le règlement. Il voulait réviser un certain nombre de points. D'après son texte, il s'agissait de nous voir moins, de garder nos distances et d'élargir les libertés. Il se battait pour plus d'autonomie, pour un éloignement à 100% contre l'enchaînement de l'homme libre à la femme adhésive. Il n'était pas question de laisser courir des bruits comme quoi nous étions carrément ensemble, ou ce genre de propos. Le maximum d'indépendance offrait une souplesse absolue et réduisait les chances de rompre. C'était sans risque aucun. Il n'y avait pas d'obligation. On a décidé de faire la lecture sur les supports avec lesquels on travaille plutôt qu'avec des polycopiés ou le livre lui-même.
C'était histoire de vous donner un peu un aperçu de l'esthétique vers laquelle on allait tendre, l'univers vers lequel on se dirigeait. Et puis, c'était aussi une manière de rendre plus concrète ce qui est dit dans le dossier sur le fait que chaque fragment épars retrouve au départ, en tout cas au départ de notre travail, son autonomie sur chaque post-it, et puis qu'on essaie de reproduire le mouvement qui, dans ce qu'on imagine en fait, est celui de l'auteur au moment où il décide de travailler sur un matériau autobiographique et où il commence à travailler avec tout ce qui surgit spontanément de sa mémoire, qui est potentiellement encore assez frais, encore émouvant. Et petit à petit, par son travail d'écriture, de montage, de cadrage, il en arrive à cette forme plus construite que devient le livre à la fin. Donc sans doute que le spectacle à terme aura le mouvement inverse de ce que vous venez de voir. D'abord une sorte d'éparpillement, et puis après, petit à petit, quelque chose qui se structure et qui devient un objet voilà, public, partageable. On a utilisé de l'audio pour cette lecture. C'était d'abord pour vous permettre de rencontrer, ne serait-ce que par sa voix, Marie-Bénédicte Cazeneuve, dont vous voyez le portrait aussi au fond. Dire aussi que l'esthétique de Dördel, je pense, va être un peu de cet ordre-là, travailler avec des matériaux pauvres, des matériaux du quotidien, et puis d'avoir comme ça quelque chose qui s'agrémente de tout ce dont on a besoin pendant la création. Donc potentiellement aussi aller trouver quelles sont nos archives à nous, qui ne sont pas celles réelles évidemment de leur histoire, mais par exemple dans lesquelles on invite le travail d'Alain Cavalier ou de Sophie Calle, qui sont des auteurs qui sont importants pour nous dans cette création-là. Et donc de faire un mélange entre ce que sont les archives réelles et puis ce que sont nous, nos archives à nous. Il y aura dans ce spectacle toujours un flou sur qui parle, ce qui est vraiment le cas quand on lit le texte, avec ces fragments qui surgissent. On ne sait pas si c'est le point de vue au moment passé ou le personnage presque de Valérie en train de vivre les choses, ou si c'est l'auteur avec cette distance qui le dit avec un certain décalage, ou est-ce que c'est peut-être un souvenir qui est propre à la comédienne, voilà, d'être toujours dans cette espèce de flou, et donc de pouvoir jouer avec ces niveaux-là. Pour que ce soit ça beaucoup plus sensible, on a assez vite eu envie que le spectateur soit très près de la comédienne, soit presque sur le plateau avec elle, et donc pouvoir dessiner aussi plus concrètement, plus sensiblement tout ce parcours, cette évolution qui est une évolution triple, qui est celle du personnage Valérie qui s'émancipe de cet homme avec lequel les rapports sont un peu compliqués, mais c'est aussi celui de l'auteur qui prend son autonomie par rapport à son histoire personnelle, et puis c'est aussi celle de la comédienne qui se penche d'abord sur ce texte et puis qui peu à peu arrive à construire le spectacle. On a commencé à réfléchir à la scénographie, et on a eu envie que ce parcours soit vraiment donc un parcours presque physique, et d'envisager une forme en semi-déambulation avec les spectateurs, d'où la petite jauge, où entre la première impression, l'arrivée sur le plateau, et puis la fin du parcours, il y a eu un changement de perception, qu'en faisant l'expérience de ce spectacle, on en arrive à se déplacer au niveau de notre perception des choses par rapport au point par lequel on arrivait. Et donc on a pour l'instant envisagé une scénographie qui, dans l'idéal, en fait, serait celle de couloirs vides, de musées, où il y a vraiment cet espace blanc sur lequel des choses très petites, très concrètes se détachent, et en même temps suffisamment d'espace sur les côtés pour pouvoir nous faire le lien entre chaque élément et aussi se projeter. Donc ça, c'était un peu une sorte de rêve. Si l'occasion se présente, on sera ravis d'aller jouer dans des musées qui nous laissent un petit espace pour proposer ce genre de forme. En attendant, on envisage de construire un décor qui serait donc un système de simèse, un peu comme celui
qu'on utilise dans les musées, et où le spectateur, comme ça, pourrait faire tout un parcours, ce qui n'empêche pas d'aller jouer aussi dans des lieux suffisamment neutres et vides pour pouvoir justement se projeter dans ce spectacle, qu'on pourrait donc aussi amener cette structure dans des lieux qui sont non théâtraux. Et donc là, c'est le principe d'une simesse posée sur un plateau de théâtre avec les comédiens, avec la comédienne et les spectateurs au même endroit, et puis un déplacement où petit à petit, l'espace aussi, qui peut-être au début était celui presque d'un intérieur, en tout cas de jouer sur cette ambiguïté, devient de plus en plus un espace épuré dans lequel il y a éventuellement aussi des moments de déambulation sans commentaire de la comédienne, juste des choses à regarder et puis projeter. Ça c'est très sensible dans le texte. Il y a comme des gros plans sur des objets qui nous renvoient à notre propre histoire avec ces objets-là. Voilà des moments de pure de pure réaction avec des petites choses écrites, des choses à voir, et puis aussi que le spectateur se sente libre de franchir la frontière qui sera déjà assez difficile à sentir, mais en tout cas d'aller peut-être un peu plus loin que ce qu'il faudrait, c'est-à-dire s'approcher, de lire des choses qui devraient être des choses intimes qu'on ne lit pas normalement, mais de laisser le spectateur pouvoir alimenter son parcours de sa propre initiative, sa propre curiosité. Voilà. Et donc, à la fin du parcours, revenir sans doute au lieu initial, mais avec donc cette perception de l'ensemble, comme à la fin d'une exposition, quand on a l'impression de saisir un peu plus un mouvement global. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire du projet pour l'instant. On en est au tout début. On a commencé donc les questionnements dramaturgiques, scénographiques. On cherche actuellement des lieux pour nous accueillir pour les premières étapes de répétition au plateau. Donc on cherche des lieux qui ont de l'espace pour répéter, des lieux éventuellement qui ont des ateliers pour construire le décor. Et puis comme on est prête à travailler, et ça dès le premier semestre 2021, on cherche aussi des éventuels coproducteurs pour pouvoir commencer ces répétitions dans un cadre professionnel en attendant que d'éventuelles subventions arrivent. Voilà. Je voulais remercier toute l'équipe de Scène au Centre et aussi toute l'équipe d'Hervé Pépion, l'équipe technique qui nous a accueillis aujourd'hui. Je vous laisse ce contact qui s'affichera mieux sur vos écrans dans quelques instants. Des dossiers du spectacle sont disponibles et puis je reste évidemment à votre disposition pour tout échange téléphonique ou en présentiel, ce qui sera mieux. Merci à vous, merci de votre attention. Merci Mélissa pour cette présentation très riche. Nous allons faire une petite pause d'un quart d'heure. On se retrouve à 16h30 pour la troisième et dernière lecture de cet après-midi avec la compagnie Léla qui présentera le projet Adénonuitome. Donc à tout à l'heure.